Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous regarderons ensemble comment investir dans des arbres, que l'on soit un particulier ou une entreprise. Nous décrypterons ce mécanisme dans un instant avec Louisiane Guézel, Head of Innovation et Impact chez Ecotree. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux fonds immobiliers. Nous regarderons la valorisation des fonds immobiliers en cette fin d'année 2024, mais aussi les transitions en lien avec l'investissement immobilier à l'œuvre en France et en Europe. Nous en parlerons avec Véronique Donadieu, directrice générale de l'ASPIM, mais aussi avec Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous regarderons ensemble comment anticiper les évolutions à venir sur le projet de loi de finances 2025, évolution ou non-évolution. D'ailleurs, ce sera une question que nous poserons à Julien Burel, directeur associé de GLR Consultant. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons regarder et tenter de comprendre ensemble comment investir dans des arbres. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Louisiane Guézel. Bonjour Louisiane Guézel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous ête Head of Innovation et Impact chez Ecotree. On va peut-être commencer par définir tout simplement ce que fait Ecotree. Quand on va faire un tour sur le site internet d'Ecotree, on peut choisir une essence d'arbre en particulier qu'on a envie d'acheter. Il est proposé d'acheter, mais derrière, ça peut devenir un investissement quelque part. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 10 ans qu'on existe. L'idée, c'est de restaurer des forêts françaises qui sont aujourd'hui mal gérées dans beaucoup de cas. D'accord. Donc, on prend en gestion ces forêts dégradées, on les restaure et on fait ça grâce à l'investissement d'entreprises et de particuliers. Et notamment la possibilité d'acheter un arbre. Et donc l'achat d'arbres, c'est un retour sur investissement parce qu'une fois l'arbre arrivé à maturité, donc ça a plutôt long terme, sa séquestration de carbone, puisque les arbres sont des puits de carbone, diminue ou stagne. Et c'est à ce moment-là que nous, on va le prélever. Ça a de la valeur économique puisqu'on va en faire du mobilier, une table, etc. Et ça représente un retour sur investissement. Alors là, vous nous avez dit beaucoup de choses. Voilà. Je reviens au début, quand vous dites... ça veut dire que dans un premier temps, vous achetez vous-même les forêts, si je ne dis pas de bêtises. Dans un grand nombre de cas, effectivement. Et ensuite, quand vous dites que vous les entretenez, ça veut dire que vous allez replanter des arbres. Comment est-ce qu'on gère mieux une forêt par rapport à la situation que vous trouvez avant d'arriver ? Alors, tout est question de diagnostic. Donc, nous, en interne, on a nos écologues, nos forestiers, etc. On fait des diagnostics. Dans certains cas, c'est utile de planter des essences adaptées au dérèglement climatique d'ailleurs. Et dans d'autres cas, c'est utile de restaurer une zone humide s'il y en a une, par exemple, et pas de planter sur cette partie qui est écologiquement sensible. Donc ça dépend de chaque cas et on fait ces travaux de restauration et bien sûr on suit tous les indicateurs d'impact pour voir à quel point est-ce que l'arbre et la forêt vont devenir un puits de carbone important, quel va être le développement de la biodiversité, de la faune, de la flore, etc. Donc, premier usage quelque part de cette forêt, être un puits de carbone, constituer un puits de carbone. Et deuxième usage, lorsque les arbres sont suffisamment matures quelque part et qui remplissent moins ce rôle-là, là ensuite il y a une retombée économique quelque part. Quand vous dites prélever, c'est qu'en fait cet arbre va rejoindre une scierie ou en tout cas se transformer en chaise ou en table par exemple. Oui, donc il y a plein de façons de prélever des arbres. Il y a la coupe rase qui est le fait de couper ou de brûler même des forêts entières. Et donc nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment prélever des arbres un par un, avec un risque minimum de destruction de l'écosystème, mais quand même les envoyer dans des scieries pour relocaliser aussi toute la filière bois. Et donc ça a de la valeur économique. Et ce retour sur investissement, il va à l'investisseur initial, qu'il soit particulier ou entreprise. Justement, alors quand on est particulier ou entreprise, c'est le même mécanisme pour les deux ou Non, alors il y a une autre possibilité aussi côté entreprise, c'est le fait d'acheter une forêt avec nous. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup depuis quelques temps. C'est des entreprises qui souhaitent avoir leur propre forêt. D'accord. On leur source un terrain dégradé.
on le restaure, donc elles sont propriétaires de la forêt, hein. On le restaure, on fait tous les indicateurs, tout le calcul des indicateurs d'impact, elles vont générer sur leur propre forêt leur propre crédit carbone, puisqu'un crédit carbone c'est un certificat qui atteste qu'il y a une tonne de CO2 équivalent qui est séquestré. Bien sûr. Elles vont générer leurs propres indicateurs de biodiversité, c'est une forêt qui prend de la valeur économique, parce que le terrain prend de la valeur, parce que les arbres poussent, et c'est une forêt dans laquelle elles peuvent même inviter leurs collaborateurs, leurs parties prenantes, etc. Donc c'est un peu la volonté de se dire je vais créer de l'impact positif sur un terrain qui est le mien, dans lequel je peux inviter mes parties prenantes, qui prend de la valeur en plus. Donc ça touche plein de départements finalement. C'est la RSE, c'est la finance, c'est les RH. Ça fait plaisir aux DAF et effectivement aux personnes en lien avec la RSE dans les entreprises. Pour bien comprendre que ce soit entreprise ou particulier, est-ce qu'on parle de groupement forestier avec les avantages fiscaux qui vont avec, ou est-ce que c'est un autre type d'investissement ? Non, donc là, c'est pas un groupement forestier. D'accord. C'est ou donc l'achat d'une forêt en propre avec la génération de crédit carbone, etc., ou l'achat d'arbres en propriété avec un retour sur investissement dans les deux cas finalement. D'accord. Parce que dans un cas, la forêt prend de la valeur, on génère des crédits carbone, ça a une valeur économique. Bien sûr. C'est un TRI entre 7 et 15% à peu près. Là, on parle quoi, pour entreprise ou pour les entreprises, pour l'achat d'une forêt aujourd'hui dégradée. Si on la restaure, si on génère les crédits carbone, etc. dessus, on considère qu'à 20 ans, c'est un TRI sur des forêts françaises entre 7 et 15%. D'accord. Et sur l'achat d'arbres, là, si on achète un arbre aujourd'hui, c'est à peu près 2% par an. D'accord. Sachant que ça dépend des essences, mais c'est possible pour quiconque d'aller sur notre site et d'acheter un arbre à partir de 18 €. Donc c'est des investissements vraiment moindres que le fait d'acheter une forêt. Bien sûr, oui. Et donc on peut par exemple acheter un chêne, et à 100 ans, donc le jour où sa séquestration de carbone stagne et où nous on le prélève de la forêt, il y a un retour sur investissement d'environ 160 €. Donc c'est du très long terme. Ah oui, donc c'est 2% par an, mais cumulés à la fin, qui sont versés en un coup à la fin. Voilà, c'est pas liquide. Et donc c'est à 100 ans. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de personnes qui investissent, qui achètent des arbres, qui l'offrent à leurs petits-enfants, ou qui sont pas forcément intéressés par le rendement, mais qui finalement ont la volonté d'acheter un arbre parce que c'est mieux que d'acheter un goodies ou autre chose pour Noël notamment, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça s'offre aussi les arbres. Oui, il y a des tas de particuliers qui achètent un arbre, ou des tas d'entreprises qui achètent un arbre aussi pour leurs collaborateurs ou leurs clients. Est-ce que, alors on est dans une émission dédiée à l'investissement, est-ce que vous voyez plutôt des comportements d'achat d'arbres en lien avec des valeurs écologiques, ou volonté d'investissement aussi, d'investir avec ces valeurs ? Est-ce qu'on est dans le comportement plutôt engagé, ou le comportement investisseur, ou les deux en même temps ? Je crois que c'est plutôt le comportement engagé quand même. D'accord. On a la plupart en tout cas en ce qui concerne les particuliers, ils ont plutôt la volonté de contribuer à la plantation d'une forêt à côté de leur maison, sur leur territoire par exemple. Et du côté des entreprises, il y a quand même cette volonté de quand on achète une forêt en tant qu'entreprise et qu'on va avoir ses propres crédits carbone générés dessus, le prix des crédits carbone est quand même en train d'augmenter sérieusement depuis quelques années. Donc ça a un intérêt de les avoir directement, de les posséder quelque part. Voilà, et de les générer sur son propre terrain. Ça permet d'ailleurs d'avoir un vrai suivi, puisqu'on peut soi-même aller sur son terrain et vérifier que tout se passe bien. Ça coûte combien une forêt pour une entreprise ? S'il y a un prix moyen, ou ça dépend de la forêt ? Oui, ça dépend de la forêt. Si on prend tous les paramètres, donc le sourcing d'une forêt, l'achat du terrain, donc nous on fait le travail de sourcing, plus le terrain en lui-même, plus tous les travaux de gestion, la génération des crédits carbone, etc. Globalement, il faut compter autour d'1 million €. Avec l'ensemble et le suivi et le suivi associé. Avec la gestion et le suivi associé. Toute la gestion, etc. Mais c'est autour d'1 million €, ouais. Et dernière question, il en existe suffisamment des forêts en France pour proposer effectivement à l'investissement pour les entreprises. Le marché de la forêt, c'est un marché d'offres ou de demande aujourd'hui ? Alors, il existe quand même beaucoup de terrains à restaurer. D'accord. Et nous, c'est notre sujet. C'est des forêts qui sont mal gérées, des forêts qui ont subi des coupes rases, qui sont malades, des espaces en friche. Et donc ça, il en existe quand même encore pas mal. En revanche, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir... à un moment, Emmanuel Macron avait dit que l'objectif, c'était de
planter 1 milliard d'arbres. En France, ça va être compliqué. A priori, il ne va pas y avoir l'espace suffisant. Mais nous, on pense qu'il y a quand même beaucoup de terrains dégradés et donc on a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup Louisiane Guézel de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Head of Innovation et Impact chez Ecotree. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre en matière de fonds immobiliers. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts du sujet pour en parler. Véronique Donadieu, tout d'abord. Bonjour Véronique Donadieu. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'ASPIM qui représente les gestionnaires de fonds immobiliers non cotés. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Christian de Kerangal. Bonjour Christian de Kerangal. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'IEIF, un centre d'études de recherche et de prospective dédié à l'immobilier. Et il se trouve que tous les ans, l'ASPIM et l'IEIF, tous les trimestres même, l'ASPIM et l'IEIF publient des chiffres, des indicateurs de tendance sur ce marché de l'immobilier en matière de collecte ou de performance. Les chiffres du 3e trimestre sont sortis. On ne connaît pas encore ceux du 4e trimestre. Ils sont sortis il y a un mois à peu près. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des chiffres. En tout cas, je ne vais pas les redonner aujourd'hui. On comprend quand même qu'on voit un marché en demi-teinte avec parfois des nouvelles plutôt optimistes et on voit parfois que les investisseurs particuliers se posent la question sur cette classe d'actifs, notamment avec une collecte qui recule encore un petit peu au 3e trimestre. Véronique Donadieu, si on devait donner les grands indicateurs, la grande tendance, on tourne cette émission en décembre 2024, on n'a pas encore les chiffres de fin d'année, mais on a les 3 premiers trimestres de l'année pour comprendre un petit peu quelle est la tendance en 2024. Oui, alors peut-être pour commencer, ce que je veux dire, c'est qu'après une période très tendue sur le marché de l'immobilier en général due à la hausse des taux, nous, ce qu'on observe quand même, c'est une certaine stabilisation des indicateurs. D'accord. Comme vous l'avez dit, on a un marché quand même qui est très hétéroclite. Donc ça, c'est quand même un fait majeur sur le marché, notamment des SCPI, qui est quand même le produit d'épargne destiné à des particuliers le plus important. Et puis, on a quand même encore une certaine dynamique. Alors, pour revenir sur les indicateurs, effectivement, on voit qu'il y a une baisse très forte de la collecte par rapport à l'année dernière. On est quand même à moins 48% de collecte par rapport à l'année dernière. Mais sur les 3 premiers trimestres de l'année ? Sur les 3 premiers trimestres de l'année, sur les SCPI. Cela étant, ce qu'on voit aussi, c'est que ça reste quand même une collecte dynamique, puisqu'on est à 3,5 milliards de collecte en brut, un petit peu moins effectivement en net, mais on reste quand même sur une dynamique de collecte. Pour le marché des SCPI, pour les autres véhicules qui sont des produits investis dans l'assurance vie, on est effectivement à des performances, à des collectes, on est en décollecte, pour dire d'ailleurs, on est même à 2,4 milliards de décollecte, et on reviendra un petit peu plus tard sur les performances, mais effectivement des contre-performances liées effectivement à une valorisation quasi immédiate dans le prix du produit. Christian. Christian de Kerangal, que dire pour compléter effectivement ce constat ? Effectivement, on voit qu'il y a un sujet autour de la collecte aujourd'hui, même si on reste quand même sur une dynamique intéressante dans les fonds immobiliers. Alors, peut-être que ça se normalise quelque part aussi. Alors, non, pas encore. D'accord. Pas encore. De notre point de vue, en tout cas, pas encore. C'est pas très étonnant quand même, parce que l'immobilier est en train de vivre une crise très très importante, alors qu'elle est liée, Véronique vient de le dire, au choc de taux. On vient de vivre quand même la remontée, une hausse des taux directeurs qui est la plus rapide et la plus forte de tous les temps, hors temps de guerre. Donc quand vous avez un actif qui est très intensif en capital et pour lequel le recours à l'emprunt est classique, quand vous avez une multiplication par 4 des taux d'emprunt, évidemment, ça ne peut que poser problème. Et puis en plus de ça, en tout cas notamment pour le bureau, vous avez des chocs structurels, et je pense notamment à la montée en puissance du télétravail, au ralentissement de la croissance de la population active, et tout ça a une très forte segmentation des marchés. Tout ça impacte évidemment les sous-jacents immobiliers qui sont détenus par les SCPI.
Mais néanmoins, pour rebondir aussi sur ce que disait Véronique, on a un ralentissement de la baisse. Et ce qui nous semble, c'est que d'abord, les marchés sont les classes d'actifs sont très différentes. D'accord. Et que la correction sur les valeurs, on n'est plutôt pas loin du bout. Je ne dis pas qu'on est encore totalement au bout, mais on n'est pas loin du bout. La correction sur les valeurs, c'est intéressant parce que pour rappeler quand même, on parle d'un changement de méthode de calcul essentiellement et donc d'une intégration, comme vous le disiez Véronique, d'une valeur un peu à l'instant T des actifs immobiliers et c'est ce qui a créé un petit peu aussi ces remous, non ? Alors sur les SCPI, il faut savoir que les SCPI, c'est particulier. On est à des valorisations une fois par année. Alors ça change et c'est très bien d'ailleurs, puisqu'on intègre une valorisation à mi-année et que le marché français, historiquement, est un petit peu décalé par rapport au marché européen. Et c'est tout à fait naturel qu'à un moment donné, les baisses sur le marché immobilier, en général, se répercutent sur les marchés, sur les produits. Et les gérants, d'ailleurs, ont acté des baisses de prix de part. Cela étant, je reviens sur ce que dit Christian et je confirme, c'est qu'on est vraiment sur un marché très hétéroclite. Oui. Qu'en fonction des classes d'actifs, les baisses de valeur ont été très différentes. Bien sûr. Certains marchés restent encore très dynamiques, comme la logistique, quand d'autres, effectivement, le bureau, mais pas tout le bureau. Le bureau. C'est ce que j'allais dire. On cite souvent le bureau, mais alors est-ce que c'est le bureau contre le reste des classes d'actifs ou comment est-ce qu'on comprend un peu ce marché ? Le bureau, alors Christian pourra préciser, mais le bureau en seconde couronne en Île-de-France a beaucoup souffert, continue de souffrir. Et d'ailleurs, c'est aussi une période où certains changements dans les besoins immobiliers sont à l'œuvre, dont les gérants prennent acte et continuent et vont accompagner ces changements aussi de besoins et d'usage de certains bâtiments, comme effectivement ces bureaux. Christian de Carangal, je vous pose la question directement, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question sur les investissements SCPI. Est-ce que c'est le bureau qui souffre contre le reste des classes d'actifs et est-ce que c'est les SCPI anciennes qui souffrent contre les SCPI plus jeunes qui sont plus agiles ou est-ce que c'est une vision un peu caricaturale du marché aujourd'hui ? C'est une vision un peu caricaturale. D'accord, ok, mais qu'on entend souvent quand même. Oui, mais qui est un peu simpliste ou simplifiée. D'accord. Au sein de la classe d'actifs bureau, vous avez eu un recentrage des entreprises vers les cœurs d'agglomération, donc tous les actifs de bureau qui sont dans le cœur d'agglomération ou dans les pôles d'affaires qui sont très bien desservis et qui sont vivants sont plutôt attractifs. D'accord. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on est vraiment à peu près au prix, pas très loin du prix. D'accord. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est que vous avez des localisations périphériques qui souffrent plus parce qu'aujourd'hui, vous avez d'abord, il y a deux choses. Il y a un peu moins besoin de bureaux qu'avant. La croissance, je l'ai dit, de la population active se ralentit fortement. Le télétravail fait qu'il y a moins de besoins de la part des entreprises. D'accord. Et puis, les salariés aujourd'hui ont envie d'avoir un environnement dans lequel il y a des aménités urbaines. Et donc, ça amène vraiment des différenciations très fortes, je dirais presque à la rue près. Donc, il y a encore des actifs qui vont des côtés et il y a d'autres actifs qui sont maintenant au prix. Donc un marché hétéroclite, là effectivement on parle de grandes tendances. Il faut rappeler que il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, donc il y a des choses qui marchent dans le marché de l'immobilier, dans le marché des fonds immobiliers, Véronique Donadieu. Et c'est surtout que les SCPI sont des produits qui continuent à tenir leurs promesses majeures en termes de distribution de revenus, parce que je rappelle que la moyenne de détention de ces produits et de ces véhicules, c'est 20 ans, et que, donc ça peut aller même encore plus loin, et que les épargnants, les investisseurs qui investissent dans des parts de SCPI sont là aussi sont surtout là d'ailleurs pour avoir un complément de revenus. Au troisième trimestre, on est à 3,44% de revenus, ce qui est exactement dans la même ligne que l'année dernière. Donc voilà, le produit tient ses promesses de ce point de vue-là et c'est très important. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant parce que finalement, c'est aussi un produit qui permet de rester à l'abri aussi des cycles, qui tient ses promesses sur les revenus. Christian de Carangal. Si je peux juste rajouter un élément complémentaire. Certes, il y a eu des baisses de prix de part pour un certain nombre de SCPI, pas toutes, parce qu'il y a des classes d'actifs sur lesquelles il n'y avait pas de correction de valeur aussi importante, en tout cas, qui impliquait une correction des prix de part. Pour autant, nous, on a fait le calcul. Quand on calcule la performance globale
Oui. Donc un taux de rendement interne des SCPI, tout compris, sur une période de 10 ans glissant, il n'y a pas une période dans laquelle vous avez eu un taux de rendement global négatif. D'accord. Y compris pendant la crise des années 90, dont on sait qu'elle a été extrêmement désastreuse. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu cet épisode, effectivement, de baisse de valorisation de prix de part pour un certain nombre de SCPI. On a les chiffres qu'on voit aujourd'hui, effectivement, qui montrent certains questionnements d'investisseurs. Mais globalement, pour ceux qui sont investis en SCPI, alors, il y a des sujets pour certaines SCPI de liquidité, mais globalement, on reste, si on est dans une optique de long terme, en fait, on touche ses rendements et puis et on lit ça d'un peu plus loin, quoi, si je comprends bien. J'allais dire, il faut l'optique long terme. Il faut l'optique long terme. Voilà. Véronique Donadieu, il n'y a pas que le sujet chiffres court terme dans les SCPI, il y a les transitions à l'œuvre, les évolutions à venir sur ces fonds immobiliers. Si on se projette un peu dans les années à venir sur les enjeux 2025, les enjeux 2026, il y a des sujets en lien avec la transition énergétique aussi qu'on voit beaucoup, qui sont beaucoup mis en avant aussi par des gestionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on veut analyser le marché ? Alors, non seulement il faut les prendre en compte, mais c'est essentiel et c'est des éléments extrêmement importants pour comprendre aussi la dynamique dans laquelle s'insèrent finalement les gérants de fonds immobiliers. Moi, je rappelle que l'immobilier, c'est évidemment, ça abrite toutes les activités humaines et les activités humaines, les besoins et les usages évoluent et ont évolué et vont continuer d'évoluer. Alors, quand on prend en compte évidemment les enjeux de transition, alors pas que énergétique, mais climatique et aussi ESG, là, on est en plein dedans évidemment parce qu'on est sur un secteur qui a fait beaucoup d'efforts en termes de prise en compte des enjeux ESG à l'échelle d'un portefeuille. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gérants peuvent appliquer des stratégies ambitieuses ESG qu'on a définies d'ailleurs dans le cadre du label ISR Immobilier, qui est un label géré au niveau du ministère de l'économie des finances, mais qui a été à l'initiative de la SPIM. On a 40% du marché des produits d'épargne immobilier qui est labellisé avec un contrôle externe. Donc ces enjeux-là, ils sont très importants. Ils ont un coût. Et ce qui est important aussi, c'est que ce coût et ces efforts qui soient mis en œuvre se répercutent dans la performance et les gérants y travaillent. Et on a aussi un élément important, c'est qu'en termes de réglementation européenne, on a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle le règlement LTIF, sur lequel on a aussi beaucoup travaillé nous-mêmes. Parce que je rappelle que l'industrie des fonds français, c'est la deuxième industrie en termes de compétitivité européenne derrière les Allemands. Et on avait tout à gagner à l'ouverture d'un marché de la distribution transfrontière pour pouvoir commercialiser ces produits à l'étranger. C'est ce que permet le règlement LTIF. À l'occasion de la transposition de ce règlement LTIF, on a pu faire passer un certain nombre de mesures dans la loi Industrie verte qui modernisaient ces produits. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est aussi de plus en plus d'éléments qui vont permettre aux produits d'investissement immobilier de prendre en compte un certain nombre de besoins, de se moderniser. La SCPI était un petit peu vieille de ce côté-là et c'est très positif. Voilà. Christian de Kerangal, on finira avec vous. Cette ouverture européenne pour les fonds immobiliers, c'est une opportunité. Je ne connais pas les tendances dans les autres pays européens. Est-ce que ça va amener plus de diversification encore Alors, d'ores et déjà, un grand nombre de SCPI investissent en Europe. Bien sûr. En zone euro, en tout cas. Là où il y a une dizaine d'années, on était à moins de 5% de leur patrimoine en Europe, on est aujourd'hui à plus de 20%. D'accord. Donc déjà, elles investissent à l'étranger. Elles sont prêtes. Elles sont plus que prêtes, actives. même. Elles sont très actives. La question que soulevait et que soulevait Véronique, c'est le fait que maintenant, elles vont progressivement pouvoir collecter aussi à l'étranger. Et je pense que c'est très intéressant parce que d'abord, ça va ouvrir le terrain de jeu. Alors certes, on va être en concurrence avec d'autres acteurs, et notamment les fonds ouverts allemands, mais quand on regarde la performance des fonds ouverts allemands sur longue période, les SCPI sont très très supérieurs. Donc c'est un vrai intérêt que d'offrir ces perspectives de rentabilité aux épargnants européens. On finira là-dessus. Merci beaucoup Véronique Donadieu, déléguée générale de la SPIM. Merci Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.
Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment optimiser sa transmission ou la transmission à ses enfants. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Burel. Bonjour Julien Burel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé chez GLR Consultant. Alors, comment fait-on, Julien Burel, pour optimiser sa transmission dans un cadre qui peut être un petit peu mouvant en ce moment d'ailleurs? C'est vrai que c'est un sujet qui était dans l'actualité du projet de loi de finances 2025. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avancée de ce côté-là. Donc on avance sans. Donc on avance sans le projet de loi de finances. Pour ce qui est de l'optimisation du cadre fiscal des transmissions, je pense qu'il y a deux façons essentielles de transmettre dans un cadre fiscal optimisé. C'est d'abord les donations et également l'assurance vie. D'accord. Alors pour les donations, on peut distinguer deux choses. D'abord, en fait, l'abattement du cadre général qui, depuis août 2012, permet de donner 100 000 euros tous les 15 ans en ligne directe, en fait. Par enfant. Par enfant ou en ligne directe. Et également l'abattement spécifique, qui lui est une émanation du don Sarkozy de 2004, qui permet de donner 31 865 euros sous condition d'âge du donataire et du donateur, également tous les 15 ans. Et là, uniquement en somme d'argent. Ça veut dire qu'au global, on peut cumuler ces deux dispositifs et donner quoi, 131 000 et quelques euros tous les 15 ans? Exactement. Ce sont deux compteurs différents qui peuvent se cumuler. En ligne directe, c'est le cas. Ouais. Donc ça, c'est un mécanisme à utiliser quand on a les moyens et qu'on a envie de faire des donations, si je comprends bien. Exactement. Et prioritairement, l'abattement spécifique de somme d'argent des 31 865 euros, parce que c'est un abattement qui est temporaire. Alors c'est du temporaire qui dure. D'accord. Mais c'est la priorité à utiliser si on parle de somme d'argent. Ouais, tout à fait. Dans un contexte un peu incertain comme celui-là, il faut le faire avant le 31 décembre. Alors, ou on a encore une année ou deux. Il y a changement de ce côté-là, mais il n'empêche qu'on peut quand même se décider, si c'est le cas, avant le 31-12. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour optimiser sa transmission? On pense également à l'assurance vie. Il n'y a pas vraiment de troisième voie entre il y a les donations, l'assurance vie, et sont essentiellement les deux principaux mécanismes pour optimiser la transmission d'un point de vue fiscal. D'accord. Donc là, on ouvre une assurance vie sur laquelle on fait des versements réguliers et on met en bénéficiaire les personnes de son choix. De son choix. Il n'y a pas forcément là de lien de filiation. En fait, ça peut être des tiers qui sont désignés. Et là, pour la fiscalité sur les transmissions dans le cadre de l'assurance vie, on va distinguer les versements qui sont faits avant 70 ans des versements qui sont faits après 70 ans. D'accord. Alors pour ce qui est avant 70 ans, chaque bénéficiaire, et peu importe le lien avec l'assuré, bénéficie d'un abattement de 152 500 euros totalement exonéré. Ok. Au-delà, on a une taxation forfaitaire à 20%, jusqu'à 852 500 euros, puis 31,25% au-delà. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est avant 70 ans. Après 70 ans, il y a un abattement unique de 30 500 euros qui est partagé par l'ensemble des bénéficiaires. Donc le cadre est bien moins intéressant. Donc il mieux vaut faire ces versements avant 70 ans. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, si on est sensibilisé à la question de la transmission du patrimoine, il faut penser à cet âge des 70 ans. Ouais. Tout à fait. Quand on voit un projet de loi de finances qui a autant de mal à aboutir, quand on voit des courants bien divers au sein de l'Assemblée nationale, notamment sur les sujets fiscalité, est-ce que ça pousse à optimiser dès aujourd'hui sa transmission, à au contraire rester un petit peu attentiste, à avoir plus de crainte ou d'incertitude sur le sujet ? Je pense qu'il ne faut pas la différer. En effet, si on est sensibilisé à cette question-là, il faut le faire dès à présent. Tout d'abord parce que si on est dans le cas des donations, il y a la durée des 15 ans en fait, de réintégration dans la succession qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vrai qu'on peut donner ces 100 000 euros, mais tous les 15 ans, donc il y a nul besoin d'attendre. Et pour ce qui est je dirais en fait des discussions qu'il y a pu avoir au Parlement, il y a des amendements qui ont touché l'assurance vie et les donations. Plutôt en fait pour ce qui est de l'assurance vie dans un cadre avec une fiscalité plus lourde. Et pour ce qui est de donations, il a été parlé en fait de passer l'abattement de 100 à 120 000 euros. Alors, rien d'acté à ce jour. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que si on est sensible à cette question-là, je pense qu'il ne faut pas attendre, oui, en effet. Oui, ce qui est vrai, c'est que ce qui est un peu difficile avec ce projet de loi de finances, c'est qu'il y a eu tellement d'amendements que tout le monde y a trouvé son compte à un moment, mais Exactement. On ne sait pas ce qui va réellement sortir. Ouais. Merci beaucoup, Julien Burel, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez GLR Consultant. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.